Alors, ouais. Bon. La technique maintenant. On va s'interroger sur la technique. Alors, donc je vais beaucoup plus m'intéresser à ce phénomène-là en particulier, même si on avait quand même un peu parlé avec le travail pour montrer l'intrication des mutations de la technique sur les mutations du travail, etc. Là, j'aimerais m'interroger sur ce que c'est que la technique, le sens que ça a, ce mot technique, et plutôt l'essence, puisque vous savez qu'en philosophie, un mot comme ça général n'a jamais un seul sens, et c'est de là où on part pour les problèmes, de là où arrivent tous les problèmes. Pour commencer ce cours sur la technique, je commence directement sur une affiche, ou plutôt la moitié d'une affiche. C'est un bout d'une affiche du film de Stanley Kubrick que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un des premiers films de SF avec de tels effets spéciaux. Ça a révolutionné le truc. Hein. Au niveau effets spéciaux, c'est assez époustouflant pour l'époque. Bon, nous, peut-être qu'aujourd'hui, hein, voilà. C'est un film intéressant dans l'histoire du cinéma. Après, je vous cache pas que vous n'allez pas trop prendre de plaisir à le regarder si vous essayez, parce que c'est un peu lent, il y a des problèmes, il y a des passages où on s'ennuie un peu quand même, mais il y a des passages quand même vraiment bons. Donc, bon, voilà. À vous de voir, si vous ennuyez, forcez-vous à le regarder au moins une fois dans votre vie. C'est pas le meilleur de Kubrick, n'ayez pas à préjuger, il y a des films qui sont vraiment, vraiment super de Kubrick. Celui-là, je trouve qu'il est un peu... Bon, on en parle beaucoup, mais en vrai, bon. Si vous avez vu Wall-E, il y a énormément de références à ce film dans le film Wall-E. Le film s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Hop, 2001, l'Odyssée. Si vous avez vu le film Wall-E, eh bien, il y a tout un pan de l'intrigue de Wall-E qui est copié de 2001. Enfin, c'est la même chose, ok. Donc, voilà. Bon, dans Wall-E, dans 2001, il n'y a pas cette histoire de robots, etc., mais vous avez bien ce qu'il y a. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette affiche-là qui est intéressant ? Eh bien, on a une moitié un os et l'autre moitié un vaisseau spatial. Vous avez regardé la plateforme. C'est quoi la plateforme ? J'ai pas compris. Moitié os, moitié vaisseau spatial. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans le film, au tout début, il y a une image d'un os, et puis après, il y a une image d'un vaisseau spatial. Donc, si vous voulez, c'est deux images qui se suivent. Et là, ils ont coupé un bout, ils ont mis l'autre, et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, au tout début du film, on voit des singes sur la planète. On voit pas les êtres humains encore, c'est vraiment avant les êtres humains. On voit les singes. Et ils sont en groupe comme ça, et ils sont face à un squelette, et il y en a un, il prend un os du squelette, et puis il s'en sert, et donc là on a fait le tout premier outil technique, d'accord ? Le tout premier outil technique, et ce qui est assez intéressant, c'est il me semble que cet os-là est utilisé pour taper sur un autre singe, je crois qu'il le tue, et donc c'est le premier meurtre. Et c'est assez intéressant de voir le lien entre le tout premier outil technique et le tout premier meurtre de l'histoire. Ça voudrait dire qu'il y aurait un lien entre la technique et le mal, le vice, la violence. D'accord ? Ça va nous intéresser parce que nous, on va se poser la question de savoir si la technique, c'est le mal, justement. Est-ce que la technique nous pousse à devenir plus vicieux, à la perdition, à la perversion, au mal ? Est-ce que la technique, c'est le mal ? Et donc, voilà. Et alors, après, le singe, il jette l'os en l'air. L'os fait quelques tours, et après, il y a ce qu'on appelle en cinéma une ellipse, c'est-à-dire qu'on coupe. Et la scène qui se passe après, c'est un moment plus tard. Et là, il y a une coupure, et c'est directement à la place de l'os, un vaisseau qui a un peu une forme aussi d'os. Okay ? Et donc, cette ellipse nous montre qu'on est passé du premier âge de la technique au dernier, l'apogée de l'évolution technologique,
c'est l'outil technique le plus évolué, c'est le vaisseau spatial. D'accord? Donc on a fait une ellipse, on n'a pas fait un bond dans le temps, ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? De rapprocher les deux. Selon moi, rapprocher l'os et le vaisseau spatial, c'est de dire que qu'on soit face à l'outil le plus primitif, qui n'a pas vraiment été transformé, qui est vraiment simplissime, à l'outil le plus complexe, au bijou de technologie qu'est le vaisseau. Que ce soit l'un ou l'autre, on a affaire à la même chose, au même type de choses. On a l'essence de la technique qui est en face de nous. Ok? Donc on va voir hein, ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur de tout chaque outil qui est de chaque outil technique qui participe de cette essence-là de la technique et donc qui va être intéressant. Ok? Je vais voir si je peux vous montrer du coup ce passage. Hop, 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà. Donc si vous voulez, ça commence comme ça. Mais non, mais ça j'en fous. Donc il y a cette histoire de singe et d'os. Et... Bon, il y a une histoire de monolithe là, mais je vais pas m'y étendre. Ouais, c'est bon, ça commence là. Donc là, le premier meurtre, avant il y avait déjà des scènes violentes. Et là, voilà. Ah! Il a pas montré! Ce con. Attends. Mais voilà, on revoit la même scène, désolé. Vous avez vu? Ellipse. Bon, puis après on voit... C'est magnifique. Ah. Alors, moi j'ai pas fait des études de cinéma ou je sais pas quoi, donc je vais pas pouvoir... faudrait que j'étudie le film en détail, mais... Le truc, c'est que j'ai pas envie de le re-regarder. Ça vaut le coup. Mais, attendez, si je vous ai montré les STMG, il me semblait j'ai montré l'extrait. Hein. J'ai preuve en vidéo en plus là, donc vous pouvez pas mentir. Bon. Ça vaut le coup de le voir au moins une fois dans sa vie quand même, d'avoir l'expérience. Mais
ce qu'on voit quand même, c'est que quand il découvre l'outil qui tape sur le squelette et qu'il y a un hippopotame là qui tombe, là, qui meurt, puis après, j'ai passé vite fait, mais il tue un de ses congénères. Oui, il est super chiant ce film, mais je pense quand même qu'il faut se forcer à le voir au moins une fois, je sais pas, pour avoir dit, je l'ai fait, je sais pas. Et quand même, on peut quand même sauver une ou deux scènes. Bon, bref. Non, mais il est chiant. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de le re-regarder. Moi, je regarderai jamais, mais il faut. Bon, bref. Forcez-vous. Apprenez l'ennui. Hein. C'est important de se forcer à regarder des films ennuyeux et chiants quand on est comme ça au stade de développement de sa vie. Parce que faut savoir voilà, être aux prises avec la. Plus tard, vous direz j'ai pas le temps, etc. Mais c'est maintenant qu'il faut vous ennuyer, il faut faire il faut faire l'expérience de l'ennui. Bref. Oui, je vends pas trop bien, c'est pas grave. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que le film montre un imaginaire de la technique liée à la violence, même aux premières violences liées à l'aliénation. D'accord. Et ça, c'est important, parce que ces singes-là vivaient en harmonie, sans problème, et ils découvrent l'outil, et il y a le premier meurtre. D'accord. Après, on verra que avec l'intelligence artificielle dans les vaisseaux, tout ça, on voit dans le film que il y a aussi la violence, il y a aussi, etc. Le rapport ambigu, puisque est-ce que, c'est qui le mal? C'est l'être humain qui construit cette technique néfaste, ou c'est la technique en elle-même? Est-ce qu'on peut séparer les deux? Est-ce que, bon, voilà, bref. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il y a plusieurs types de techniques. Le mot technique recouvre plusieurs réalités différentes, mais peut-être liées, ça on le verra. Ce sera notre boulot de philosophe de trouver s'il y a du lien, mais déjà séparer avant de chercher les liens. Et ce qu'on peut séparer, c'est que là, on a un premier outil, l'os, qui est technique. Mais pourtant, il n'est pas transformé. Je trouve un os, je le prends, et c'est un outil. En fait, on a là l'idée que la technique, c'est d'abord le fait de détourner une chose de sa fonction première. Okay. La fonction première de l'os, c'est de soutenir le corps d'un être vivant. Okay. Et là, dans le film, l'os est utilisé pour détruire et tuer, c'est une arme. Donc je détourne l'os de sa fonction première et je l'utilise, c'est lié à outil, je l'utilise dans un autre but, je lui donne une nouvelle fin. Et là, on a l'indice de ce qui relie tous les phénomènes techniques, c'est l'idée de donner une fin, un but, à une chose, de matérialiser dans un objet un but humain. Okay ? Je matérialise dans un objet soit en le transformant, soit en le détournant de sa fonction première, soit en le créant de toutes pièces. Hein, je le détourne de sa fin à l'intérieur de lui-même. Hein, la fin le but de l'os, c'est de soutenir le corps. Et bien là, je lui donne une nouvelle fin, tuer. Okay. Et on pourrait dire que le vaisseau spatial ou même l'ordinateur, il y a une blague sur internet qui est que en fait l'invention du processeur, c'est qu'on a réussi à faire des mathématiques aux cailloux. En leur passant de l'électricité dedans. Bon, arrêtez de parler de choses personnelles dans le chat, faites-le sur d'autres moyens. Là, c'est pour vraiment les trucs en rapport avec le cours. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un processeur d'ordinateur? Eh bien, ce n'est rien d'autre que des cailloux, des minéraux, à qui on fait faire des opérations mathématiques pour notre propre profit personnel. D'accord? Genre, nous, on n'a plus envie de faire de maths, c'est les cailloux qui font les maths à notre place. D'accord? Bon, moi, ça me fait rire. Bon. Oui, c'est une blague de nerd. Bon. La technique. J'avance maintenant. On a assez rigolé sur 2001 l'Odyssée de l'espace. Si vous voulez voir un bon film, regardez plutôt Orange Mécanique. C'est largement meilleur. Bref. La technique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une activité ou un objet. Là, on reste flou puisque le problème, c'est que on va voir... Oui, c'est grâce au caillou qu'on voit mes cours. On va voir, hein, c'est un peu compliqué, mais
Si on peut relier à la fois l'os et le vaisseau spatial, eh bien, on va classer ça du côté de transformations qui proviennent de l'être humain. D'accord ? L'être humain n'a pas créé l'os de toute pièce, mais il l'a transformé pour lui donner cette fin détournée, etc., dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous, on utilise une distinction grecque qui divisait en deux catégories de choses qui existent. Ce qui existe dans le monde humain, qui est la techné, et qui a donné technique, justement, hein, c'est pour ça qu'on parle de technique. Et vous verrez que ça posera problème par rapport à l'œuvre d'art. Parce que l'œuvre d'art fait partie de la techné, mais n'est peut-être pas un objet technique. Ou pas que. Bon, et ce côté un peu inclassable qui pose problème. Est-ce qu'il faut forcément une intention consciente pour qu'on puisse parler de technique ? Le problème, c'est consciente. Ça dépend de quel degré de conscience. Justement, on va en parler, mais un animal, quand il, je sais pas moi, un corbeau, quand il utilise un caillou pour ouvrir une noix, hein, puisqu'on sait que c'est comme ça qu'ils font, il l'utilise, donc il a un outil, d'accord ? Donc, mais non, mais Morgane, mais est-ce qu'il a conscience d'être en une médiation de la technique pour parvenir à son but, etc. Là, c'est plus complexe, d'accord ? Bon, nous, si on simplifie les choses, on va mettre d'un côté l'humain, de l'autre la nature. La nature, c'est ce qui est généré sans processus conscient, qui apparaît comme ça à partir de lois de création, d'apparition, et la techné, donc c'est purement humain et réfléchi, et donc c'est ce qui fait qu'on va dire qu'il y a une représentation mentale d'une fin, d'accord ? Ça, c'est un des premiers points de notre définition de la technique, c'est que les productions naturelles, elles ne suivent pas un ordre, un but, une fin, elles sont pas pensées dans la tête de quelqu'un ou de quelque chose pour un but, à moins, mais j'ai pas envie de compliquer les choses, à moins d'être religieux et de penser que la nature suit un plan divin, et donc elle est dans la tête de Dieu avant d'être créée. Bon, mais là, ça pose des problèmes. Donc on met de côté cette hypothèse théiste, hein, et on va rester athée pour le moment. C'est que donc les productions naturelles, elles ne viennent d'aucune intention, elles sont purement hasardeuses. Elles sont le fruit uniquement d'applications de lois naturelles, alors que pour ce qui est des objets techniques, ils correspondent à une représentation mentale. C'est-à-dire que je me représente une utilité, et je vais du coup transformer la nature pour pouvoir obtenir cette utilité-là. Donc moi, je veux une tasse pour pouvoir boire de l'eau, sans avoir à rester près du cours d'eau et faire avec mes mains. Eh bien, je vais faire de la poterie pour matérialiser dans la nature un contenant qui garde l'eau sans la faire couler. Okay, et donc j'ai ma tasse et je peux boire, d'accord ? Mais il a fallu que je la conçoive dans ma tête avant de la... Mais ça, c'est du Marx et on l'a déjà vu, d'accord ? L'humain conçoit dans sa tête avant de le concevoir dans la nature. C'est ce qui lui laisse une marge de liberté, etc., etc. Donc... voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez une application concrète de tout ça, voir un retour à tout ça, vous pouvez voir Primitive Technology, magnifique chaîne. Vraiment, on passe des heures là-dessus, c'est génial. Donc le gars, il est tout seul en short dans une forêt australienne, et il refait de la même manière que faisaient nos ancêtres après, avec des recherches un peu paléontologiques, etc. Il essaie de refaire il essaie de refaire les constructions humaines. Donc là, par exemple, il va faire du ciment avec une technique avec de la cendre, d'accord ? Donc bon, et en plus, si vous mettez les sous-titres, vous avez les explications de comment il fait. Donc là, par exemple, il utilise un truc qui souffle dans les braises, là, je sais plus comment ça fait, un soufflet,
mais il l'a déjà créé dans une autre vidéo. C'est-à-dire, vous avez l'application des techniques après, et le soufflet va permettre de faire ça, qui va permettre de faire ça. Et si vous voulez, ça fait ce qu'on appelle une chaîne de fin, une chaîne de but. Et c'est ça qui fait aussi ce qu'il y a de proprement humain. La technique, ce qui fait que la technique a de proprement humain, c'est que chez l'animal, on n'a encore pas tellement trouvé de mise en place de techniques pour créer d'autres techniques pour atteindre un but. C'est une chaîne d'abstraction comme ça, d'accord, parce que chez l'animal, vous avez souvent l'application d'une technique pour le but immédiat. Il n'y a qu'une intermédiaire, il n'y a qu'une ligne, ok. Alors que chez l'être humain, il y a cette chaîne comme ça. Et la chaîne YouTube là, elle montre ces degrés d'abstraction, puisqu'on part du plus simple. Il fait de la poterie. Et avec cette poterie-là, il va faire des applications qui vont lui permettre de faire de nouveaux outils, et ainsi de suite. Et c'est passionnant. Et ce qui est génial, c'est que comme il n'y a pas de voix off, il y a juste des sons comme ça, de feu, de crépitement de feu, de soufflement, etc. etc. Comme vous dites, c'est génial pour dormir, c'est ASMR, c'est chill, cette chaîne, elle est magnifique, quoi. Vous regardez, vous êtes détendu, vous êtes bien. Enfin, et en même temps, vous pouvez vous instruire si vous voulez être plus actif en lisant les commentaires et en apprenant des choses. Ok, donc ça c'est la première chose. Et si vous voulez aussi, c'est plus manga. Il y a le manga Dr Stone qui fait exactement ça. C'est-à-dire que vous avez l'humanité qui est plongée dans... comment dire qui est obligé de redémarrer, je vous dis pas pourquoi, depuis le départ, et on suit un scientifique qui a pour but de recréer recréer l'état des sciences humaines avant la catastrophe. Et donc il commence avec les cailloux et des arbres, et il essaye de reproduire toute l'évolution humaine. Donc là on a aussi un exemple d'évolution technologique qui est assez intéressant, puisqu'il montre en fait qu'avec cet outil-là, il va pouvoir faire un autre outil qui va lui permettre de faire, et ainsi de suite. On recrée la chaîne des techniques humaines. Donc c'est vraiment passionnant, tout ça. Donc allez voir tout ça, profitez du confinement, c'est vraiment très 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 bien. En plus, Dr Stone, ça montre, il y a une espèce de, comment dire, d'émerveillement pour la science qui est assez intéressant, ça la met vraiment en valeur. Bon bref. Donc, représentation mentale d'une fin pour l'utilité, d'accord. Et ce que nous montre la paléontologie et l'archéologie, est-ce que paléontologie ça peut... Non. Ce que nous montre l'archéologie, c'est de voir en fait les tâtonnements des premiers êtres humains qui essayaient à tout prix de matérialiser cette fin, mais c'était pas encore tout à fait au point, c'était pas... Bon, et du coup vous voyez comme ça les évolutions, c'est passionnant aussi, l'archéologie pour ça. Ok. Bon, on revient comme ça au tout début de la technique, c'est magnifique. Bref. Cependant, on ne peut pas réduire la technique à des objets ou à des outils. Parce que quand on parle de technique, on parle également de savoir-faire. Bien oui, quand vous dites que vous avez des techniques de drague, que vous avez des techniques de révision, ou des techniques de triche, des techniques de guerre, d'accord, tout ça, ça signifie quoi? Pas des objets, pas des outils, ou plutôt des outils intellectuels. En fait, ça signifie ce qu'on appelle un savoir-faire, ce qui est un mot très intéressant et assez ambigu, enfin assez antithétique, puisque le savoir est intellectuel et le faire est manuel, et en fait, si vous voulez, c'est l'incarnation de connaissances dans le corps, en fait. Bon. Et ça va m'amener à une idée très importante, qui est que, en fait, il ne faut pas réduire la technique à un objet ou un outil. Pourquoi ? Parce que le tout premier outil... Ah, merci, merci, c'est gentil. En fait, le paradoxe, la chose étonnante à laquelle on ne pense jamais et qui peut être utile dans les copies sur un sujet sur la technique, c'est pas foncer tête baissée, technique égale ordinateur, smartphone ou la pelle, la pioche, etc. Non, bien avant ça, vous avez autre chose.
qui va être intéressant par rapport aux réflexions qu'on avait sur est-ce qu'on est en progrès par rapport aux autres, est-ce que les sauvages en Amazonie, là, ils font des trucs, etc. Est-ce qu'ils ont des connaissances, des savoir-faire. Bien, en fait, on partage tous au moins un outil, quand bien même on vivrait dans la forêt avec 3 fois rien, c'est le corps. Le tout premier outil qui n'en est pas vraiment un en fait, puisque un outil, il y a l'idée de l'outil, si vous voulez, c'est que c'est un prolongement, on l'avait vu dans le cours sur le travail, juste avant en fait, l'idée c'est que l'outil c'est un prolongement de la main, hein, puisque dans l'idée en fait, l'être humain, il est faible de par ses attributs naturels, hein, puisque on n'a pas de carapace, on n'a pas de griffes, on n'a pas de fourrure pour nous protéger du froid, on n'a rien en fait. On est à poil, mais on a la main, d'accord ? Avec, je vous ai dit, hein, le pouce opposable, ce qui est important. Et donc ce pouce-là qui va nous permettre d'attraper des choses et de manipuler finement des choses, bon bref. Et donc l'outil, c'est le prolongement de cette main. Et en fait, ce prolongement, il est interchangeable. Et donc on peut s'équiper de tout ce qu'on veut. Donc on peut avoir des griffes si on veut, mais on peut avoir des nageoires, on peut avoir... Donc on a tous les outils, en n'en ayant pas en fait, grâce à ce pouce opposable. Okay, et aussi à le cerveau, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous conseille, et je mettrai, c'est un documentaire qui s'appelle L'île aux fleurs, qui parle de ça en fait, qui parle de... Un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Voilà. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Bon, bref, ok. Le pouce opposable et puis le téléencéphalogramme, là, je sais pas quoi, c'est-à-dire un certain développement du cerveau. Oui, le jeu vidéo, bien sûr, hein, très important. On a des savoir-faire dans le jeu vidéo, des techniques de mind game, etc. Bon, bref. Donc, juste pour revenir à cette idée, c'est que, en fait, on pense tout de suite à l'outil, mais l'outil, il y a un côté extérieur. Il y a un côté quelque chose qui est rajouté. Alors qu'en fait, on a déjà un outil qui n'en est pas vraiment un, c'est le corps. Et là, je m'appuie sur les travaux du sociologue Marcel Mauss, qui montre que on peut voir dans le corps notre premier objet technique. Et je vais expliquer pourquoi. Mais Paolo, quand vous voulez, hein, le dispositif respecte ton prof est en place. Moi, j'attends vos défis, je vous prends, il n'y a pas de problème. Le sociologue Marcel Mauss montre qu'on peut voir dans le corps un premier objet technique. Et en fait, là, on va faire des liens avec notre cours sur la culture. Vous savez, on se demandait qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est culturel, etc. Et bien, paradoxalement, on s'aperçoit avec cette idée que le corps serait de la technique incarnée, et bien que notre façon de manger, de dormir, de marcher, de nager, toutes ces actions-là qu'on pourrait croire être naturelles sont en réalité conditionnées culturellement par un savoir-faire qui est transmis par la génération précédente, okay, et qui fait qu'en réalité, toutes ces actions-là sont culturelles, elles ne sont pas naturelles. Okay, et Marcel Mauss ironise en disant on pourrait reconnaître à la démarche, distinguer un anglais d'un français. À la démarche. Okay, c'est-à-dire que la culture est inscrite au plus profond du corps. D'accord ? Bon. Bien. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Bon. Alors, il y a 3 principales caractéristiques de ce corps comme technique. Hein. Il parle de technique du corps. Qu'est-ce que c'est que les techniques du corps ? Qu'est-ce qu'elles rassemblent comme idée, comme caractéristique ? Eh bien, 3, je vais vous les donner tout de suite. La première caractéristique... Attendez, je regarde juste un truc. Oui. La première caractéristique de cette idée-là de technique du corps, c'est l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est que tous les actes qu'on pense être naturels demandent un apprentissage, donc ne sont pas innés mais acquis, et donc sont culturels. Je vais quand même le noter parce que j'ai peur que
ça aille trop vite. Hop. Donc, apprentissage, les actes que l'on croit naturels. Attendez. Oh la grosse faute là. Ça nous rappelle le inquantifiable. Hein. Désolé Bernard Pivot. Hein. Voilà, j'espère que Guillaume Mars, ça a été bon. Donc j'avance. Les actes que l'on croit naturels sont en réalité le fruit d'un apprentissage sont en réalité acquis. Voilà. Et ça va... Oh là. Non. Ça va avoir deux conséquences. Non, parce que y a eu plusieurs types d'êtres humains, il y a plusieurs... Donc ça changeait. Il faudrait vraiment revenir à une époque où il y avait 15... Je crois qu'il n'y avait pas qu'une seule tribu qui existait, quoi. Bon. Ça va avoir deux conséquences qui sont... que comme c'est acquis... Attendez. Comme c'est acquis, il y a une transmission... d'une génération à une autre. Donc c'est un acte traditionnel. Donc, attendez. Hop. Voilà. Transmission de génération à une autre. Cela signifie qu'il s'agit d'un acte traditionnel. Alors, on comprend on comprend alors le fait que des façons de faire soient communes aux individus d'une culture. L'idée, c'est de montrer en fait que on comprend que il y ait une permanence dans le temps et dans l'espace, dans un espace, il y a une façon de faire et que ça caractérise des individus qui sont liés par ça, ok ? Mais ce qu'on comprend pas quand on définit les techniques du corps par une transmission d'une génération à une autre, ce qu'on comprend pas, c'est les évolutions. Comment se fait-il que la façon de nager change ? Comment se fait-il que les façons de manger changent d'une époque à une autre s'il y a une transmission d'une génération à une autre ? S'il y a une transmission d'une génération à une autre, ça ne changerait pas. On mangerait, on dormirait comme on a toujours fait depuis la nuit des temps. Or, on s'aperçoit que non. Pendant les temps anciens, je veux dire un truc au pif, genre au Moyen-Âge, on dormait pas vraiment allongé, mais assis couché, les lits avec un petit relevé comme ça, parce qu'on pensait que la position couchée, c'était la position du mort, et qu'on n'allait pas forcément se réveiller, hein, c'était une superstition par rapport à ça. Et donc la façon de dormir, elle change, quand bien même on pourrait penser qu'elle est naturelle, en fait non. Il y a des tribus qui dorment debout. Les tribus Maasai sont capables de dormir debout, les guerriers. Donc dormir n'est pas du tout un acte qui se fait de manière naturelle. Marcel Mauss parle dans son livre des techniques de nage que lui va voir des nageurs. Il s'aperçoit qu'ils nagent pas du tout comme de la manière dont lui que lui avait apprise en fait quand il était plus jeune. Donc en fait, il comprend pas comment ça se fait qu'il y a eu un changement de nage, puisqu'il y a une transmission d'une génération à une autre, il y a une inertie à l'intérieur d'une culture qui fait qu'on force à faire d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, il manque un dernier critère, en fait, il y a une espèce de dialogue entre d'un côté la tradition qui est dans la
préservation, dans la conservation, et de l'autre, eh bien, la recherche d'efficacité. Et si vous voulez, c'est un peu la même chose, sans vouloir faire des parallèles peut-être hasardeux avec la biologie, mais si vous voulez, c'est un peu la même chose qu'en biologie. Il y a des gènes qui survivent parce qu'ils sont transmis, d'accord, par transmission, et puis il y en a d'autres qui émergent par mutation hasardeuse et qui restent et qui supplantent d'autres parce qu'ils sont plus efficaces. Et bien en fait c'est pareil, c'est-à-dire que comme on est des individus libres, on n'obéit pas que à la génération d'avant, d'accord, on n'est pas des moutons, de manière totale, ok. On obéit également à une autre logique en tant qu'être humain, à la logique de la recherche d'efficacité. C'est pour ça que Marcel Mauss dit que les techniques du corps ne sont pas que la simple copie de la manière de faire des anciens, okay. C'est également par les nouveaux une recherche d'efficacité. Et donc c'est pour ça que de temps en temps il y a des mutations qui apparaissent et qui restent parce que cette façon de nager était beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. Vous savez, l'être humain, il est feignant, mais c'est pour ça qu'il évolue. C'est pour ça qu'il s'améliore. C'est grâce à cette feignantise, c'est-à-dire la recherche de en faire plus. Enfin, attendez. Faire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins d'efforts. D'accord ? Dès que l'être humain il trouve une façon d'en faire, de produire plus de choses, d'avoir plus d'efficacité, en glandant plus, ben il est heureux, l'être humain. C'est tout ce qu'il cherche. D'accord ? Il a toujours cherché ça depuis la nuit des temps. Et merci à nos ancêtres qui étaient feignants. Parce que grâce à eux, eh bien, on peut être encore plus feignants, nous. D'accord ? Bon, eh bien, c'est cette recherche d'efficacité qui est propre à l'être humain et qui fait que, bon, on nage plus vite aujourd'hui, on dort de manière plus efficace, on mange de manière plus efficace, etc., etc. D'accord ? Il y a une amélioration grâce à ces mutations-là, puisque l'individu étant libre, bah, de temps en temps, il a une idée, tiens, et si on faisait ça plutôt comme ça, on ne sait pas pourquoi, dans l'esprit de la personne, ça émerge comme ça, et il y a une contagion sociale qui fait que dès qu'il y a une technique qui est meilleure qu'une autre, on la voit, il y a un effet, c'est concret, et donc les autres regardent, ils essayent de refaire pareil, et ils transmettent aux autres également, et donc il y a une contagion comme ça qui fait que ça se répand tout de suite, et ça supplante la technique d'avant. D'accord ? Bon. Donc, comment expliquer les évolutions de savoir-faire? Eh bien, l'être humain invente également de nouvelles techniques. Celles qui permettent moins d'efforts, de dépenser moins d'énergie, reste et remplace les anciennes. Oui, je dis pas que le but c'est de rien faire forcément, je caricature un peu, je fais le show là. Hein. Bon. Bien sûr que... Bon. Ok ? Bien. Bah écoutez, attendez 2 secondes. Ah, j'aimerais bien faire les 3 derniers slides, là, ça va prendre 2 secondes, et après je vous lâche. Comme ça, j'ai un cours qui est fini sur une notion, sur un point, ok ? J'en ai pour 5 minutes. Lol. Ah, buvez de l'eau, hein. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, c'est parti, c'est y part. Alors, donc ça c'est pour cette histoire de technique du corps, mais il n'y a pas que le corps. D'accord ? Moi je suis là pour faire des distinctions conceptuelles, je sépare des choses. Le terme technique regroupe ainsi un grand nombre de phénomènes, dormir, manger, hein, de transformation, de recherche d'efficacité. Bon, mais il faut
pas en rester à cette généralité-là, parce que nous, on n'aime pas les généralités en philo, on déteste ça. On déteste les mots généraux, pardon. Oula. Pivot. Pardon, pivot. Alors, excuse-nous, hein, pivot. Justement, en tant que philosophe, quand je vois un terme comme la technique, j'ai envie de vomir. Et quand je vois des gens qui disent la technique c'est mal ou la technique c'est bien, ça me donne envie de vomir, parce que la technique ça n'existe pas. D'accord? Je n'aime pas les termes généraux comme ça. Bon. Nous, on fait de la philosophie bonne, c'est-à-dire on fait des distinctions analytiques, bon bref. Donc, il convient cependant de ne pas en rester à cette généralité. Bernard Pivot, c'est un gars qui faisait des dictées à la télé, et qui est défenseur qui est défenseur de l'orthographe et compagnie. Bref, pourquoi les philosophes n'arrêtent pas de parler de l'être, du néant? Il y a rien de plus général pourtant. Parce que ce sont des mauvais philosophes. Mais alors là, ça fait le gars genre, moi je suis un bon philosophe, moi j'ai tout compris avant tout le monde. Bon, bah peut-être que je me plains. Peut-être que j'ai une mauvaise définition de la philosophie et que du coup, je ne sais pas en faire. C'est peut-être soit l'un soit l'autre. Bref. Mais moi, je pense que le but de la philosophie, c'est l'inverse de ça. Et d'ailleurs, Aristote a dit que l'être se disait en de multiples manières. Donc Aristote avait plus raison que Platon. Qu'est-ce qui différencie le corps, l'outil, la machine et le robot? Puisque je vais prendre ces 4 grands concepts pour virer le mot technique. Le mot technique m'énerve. Je préfère savoir de quoi vous parlez. Alors, quand vous commencez une dissertation sur la technique, vous avez le droit de rester général, et vous devez le rester général pour pouvoir montrer qu'il y a des problèmes en introduction. Mais passer l'introduction et la première sous-partie, je veux plus voir le mot la technique. Il n'y a pas moyen. Je veux savoir, vous me parlez du corps, vous parlez de l'outil, vous parlez de la machine, vous parlez du robot. Si vous me dites que la technique me prive de ma liberté parce qu'elle m'aliène, parce que elle me rend dépendant, etc., etc., je suis absolument pas d'accord. En quoi est-ce que... Heureusement que j'ai des techniques du corps pour pouvoir manger, courir, marcher, dormir, etc., etc. Le corps ne me prive pas de ma liberté, au contraire. Le corps, c'est l'espace de ma liberté, c'est la condition de ma liberté. D'accord? Donc, c'est pas la même chose de parler du corps que de parler du robot qui me prive en tant que caissier de mon emploi, etc., etc. D'accord? Bon. Donc, ou la machine qui me force à avoir une cadence qui n'est pas humaine, etc., etc. Bon. Donc, vous avez intérêt à plus me parler de technique en général, sinon ça va barder. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui différencie corps, outil, machine, robot? Bon, finalement, j'en ai déjà parlé, puisque l'outil, c'est une extension de la main. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'être humain qui lui donne son rythme, ok, dans le travail. C'est un rappel. C'est un rappel de ce qu'on a déjà vu dans le travail, c'est-à-dire que l'artisan, lui, choisit son rythme de travail, puisqu'il travaille avec des outils. D'accord? On avait vu avec le métier à tisser. Et le rouet, vous souvenez-vous. Bon. Donc, l'extension... Donc, du coup, ça fait partie de lui, et ce n'est pas imposé de l'extérieur. Ok? Ça, vous pouvez le noter si vous ne l'avez déjà pas noté, mais on l'a vu plusieurs fois. Après, je vais parler de la machine, mais pareil, j'en ai déjà parlé. Les temps modernes. Il y a une scène dans les temps modernes qui est intéressante. Mais non, mais moderne. Est-ce qu'on a le film en entier? Perfecto. Mais non. Ah, c'est pas préparé ça. Encore un cours fait à l'arrache. Alors. Bon, je trouve pas... Ah si. Est-ce que c'est là? Oui, on avait dit 1h30. Bon, voilà. Bon, bref. Je trouve pas. Donc, il me reste un slide.
le rapport s'inverse avec la machine, car c'est elle qui donne le rythme de production, et c'est l'homme qui doit s'adapter. J'allais vous montrer vite fait un extrait de temps moderne où il y a le patron qui augmente le rythme de la machine et qui fait qu'il travaille plus vite. C'est pour ça, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le travailleur perd cette liberté et il est soumis et exploité par celui qui possède les machines et qui surveille comme ça de loin. Bon. Donc vous notez ça. Le robot, on verra ça après, plus tard, mais en fait l'automatisation, elle apporte d'autres problèmes, puisqu'il n'y a plus besoin de l'être humain. Donc il y a d'autres problèmes qui se posent vu qu'on n'a plus besoin de l'être humain. Donc ce que vous pouvez faire, hein, c'est que si vous avez du temps, vous pouvez regarder le temps moderne, Charlie Chaplin, et vous pouvez regarder Wall-E aussi. Ok ? Bon bref. Moi j'ai terminé. Donc j'ai que 5 minutes de retard sur l'heure que je vous ai donnée. Bon. Enfin, 5 minutes de... J'ai pris 5 minutes de plus. J'avais annoncé 5 minutes. Contrat rempli. Ok ? Bien. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. N'oubliez pas de répondre au sondage. N'oubliez pas de faire le DM. Portez-vous bien. Restez chez vous, etc. Bref, cultivez-vous. Hein ? Bande d'incultes. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avant pour des streams un peu plus détente, mais pour les cours, ce sera la semaine prochaine. On fera des cours d'1h30 à partir de maintenant. Je vous ai compris. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite.